bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Azurément Sport, toute l'actualité sportive de la Côte d'Azur. Très heureux de lancer cette nouvelle émission radio hebdomadaire sur EDJFM pour toute la saison 2024-2025. Et pour m'accompagner à la présentation, Baptiste Lemété, bonsoir. Et bonsoir Bastien, bonsoir à tous. Un beau programme ce soir avec du football, du rugby, du basket. Mais avant, on refait le week-end. Jingle. Et on commence avec la 16e édition du marathon Nice-Cannes. Pas de record, mais victoire haut la main du Kenyan David Kipyego en 2h10, 6 minutes devant son compatriote Elijah Kemboi. Le podium est complété par le Français Julien Gueidon, qui franchit la ligne lui en 2h27. Chez les dames, c'est la Kenyane Merci Kipkemoi qui l'emporte en 2h41. Donc bon, mis à part l'aspect compétitif et la pression du résultat, pour la grande majorité des participants, l'objectif est de finir. Malheureusement, pas tout le monde y arrive, comme Sébastien Tsouvalas, qui a dû abandonner après seulement 26 km à cause de problèmes physiques. J'étais bien préparé et bien entraîné, donc pas de regret de ce côté-ci. Je suis intimement convaincu que j'aurais pu aller au bout si j'étais pas né asthmatique. Donc je ressens pas cet échec comme une immense frustration comme on pourrait le croire. Je reste content en plus d'avoir couru ces 26 km parce que je sais que j'ai tout bien fait pendant et surtout avant le marathon et que je me suis juste mangé un mur génétique en fait. En dehors même de la performance, je trouve que ces événements ils apportent beaucoup et qu'ils créent quand même de belles choses. Qu'une seule personne se lève aussitôt pour courir 40 bornes, c'est déjà bien. De savoir que 18 000 ont décidé de le faire le même jour, c'est quand même vraiment inspirant, je trouve. Donc pour ma part, je suis pas certain de vouloir retenter un marathon complet de sitôt parce que je risque de me heurter au même problème, mais je vois bien courir quelques semis dans les prochaines années. Pour ce qui est des prochains objectifs de nos runners, rendez-vous le 5 janvier 2025 pour la Prom Classique. Maintenant, sur glace, les Aigles de Nice se sont encore une fois inclinés. Défaite 6-3 à Amiens. Troisième revers d'affilée pour nos joueurs qui vont devoir se ressaisir ce soir à Jambouin avec un match de la peur contre Rouen. En cas de défaite, les Aigles classés 11e sur 12 pourraient voir les places pour les playoffs déjà s'éloigner. Et en volley, Nice poursuit son très bon début de saison. Victoire écrasante face à Poitiers samedi soir 3-7-0. L'équipe du double champion olympique Erwin Ngapet a de suite été asphyxiée. Un match référence pour l'entraîneur niçois Brice Donat. Du premier point au dernier point, on a maîtrisé complètement le match. On les a complètement étouffés. On était monstrueux en bloc défense, on a freiné tous les ballons. On a évidemment aussi bien servi. On les a étouffés parce qu'aussi on a mis une pression forte au service. Mais ça reste une, voire la meilleure réception du championnat. Donc c'est d'autant plus positif parce que bon, quand sur le terrain vous avez Massimino, Ngapet et Toral, c'est quasiment 3 libéraux en réception. Et donc voilà, le match idéal, le match parfait. Et Brice Donat qui a d'ailleurs fini sa carrière de joueur à Poitiers avant d'y passer 11 ans en tant qu'entraîneur, lui qui a rallié la Côte d'Azur cet été, cette victoire a donc une saveur particulière. J'ai passé 11 ans de ma vie là-bas, j'ai beaucoup de joueurs de l'équipe que j'ai managé, que j'ai lancé, notamment Orv que j'ai lancé, Kanzang que j'ai lancé. Donc voilà, forcément que cette victoire me plaît d'autant plus. Et avec ce succès, les partenaires de Lilian Lemeur, jeunes libéraux niçois, pointent à la 4e place du classement. Prochain match, ce sera samedi à Saint-Nazaire. Juste devant eux, au classement 3e, on y retrouve les Canois. Victoire ce week-end tout aussi écrasante face à Tours, 3-7-0. Prochaine rencontre pour les Dragons, le samedi 16 novembre à Paris. 3 sur 4, les pongistes du Cavigal continuent sur leur lancée. Après avoir perdu le premier match de la saison à domicile, les Niçois enchaînent une 3e victoire de rang. Vainqueur de Lille 3-2 ce week-end, ils se hissent à la 4e place de Pro B. Prochaine journée dans une semaine et gros rendez-vous, la réception de Saint-Denis. Une victoire serait la bienvenue dans la quête de la montée en proie, surtout face à un concurrent direct. Et maintenant, football, Grasse s'impose ce samedi à domicile face à Istres lors de la 9e journée de National 2. Victoire 2-0 avec le 5e but cette saison d'Alexis Ntamak, le cousin éloigné de Romain, le rugbyman toulousain. Les Grassois conservent leur place de leader dans ce groupe A de N2. Prochain match samedi 9 novembre à Marignane dans les Bouches-du-Rhône. De son côté, l'AS Cannes a disputé ce dimanche son 6e tour de Coupe de France. Victoire 3-1 à Sifour, club varois pensionnaire de Régional 1. Au prochain tour, les Cannois se déplaceront au Gros du Roi, équipe évoluant aussi en R1. Un match à leur portée sur le papier, mais attention, on connaît la magie de la coupe, tout peut arriver. Sur les parquets féminins, Nice s'incline pour la 2e fois de suite. Défaite à domicile ce samedi soir, 61-76 face aux nordistes d'Aulnois. Une défaillance physique en fin de match a eu raison des jeunes niçoises.
Le Cavigal descend donc à la 8e place du classement de Ligue 2 féminine. Prochain match le samedi 16 novembre à Mélan, dans l'Isère. Et enfin, toujours sur les parquets, mais de hand cette fois-ci, les joueuses de l'OGC Nice se déplaçaient en Bretagne et à Brest pour le compte de la 5e journée de championnat. Résultat, lourde défaite 40-29. Les Brestoises prennent donc la tête du classement pendant que nos sudistes reculent à la 5e place. Il faudra donc se racheter à domicile demain soir. Le gym accueille Saint-Maur qui n'a pas gagné depuis 4 matchs. Voilà pour ce tour d'horizon du week-end. Place à la chronique basket désormais. C'est parti pour Assurément Clutch. Jingle. Bonsoir Baptiste et Yen, et on commence par les Sharks d'Antibes qui se sont déplacés ce vendredi 1er novembre sur le parquet de Nantes pour la 10e journée de Pro B. Dans une rencontre très disputée, la Lanterne Rouge nantaise a réalisé un match solide, mais après une première mi-temps à jeu égal, ce sont bel et bien les Antibois qui, sans briller, s'imposent sur le score serré de 79-82. Exactement, le collectif d'Antibes a une nouvelle fois fait la différence et le piège nantais a été évité de justesse. Au buzzer final, pas moins de 5 joueurs terminent entre 14 et 16 points chacun. Parmi eux, Sacha Borovniak ou encore Antoine Eto'o, qui a une nouvelle fois montré la voie, comme à son habitude. Les Sharks ont également pu compter sur un Garland Green des grands soirs. L'arrière a rendu une copie plus que complète avec 21 points inscrits, 5 rebonds et un excellent 63% à 3 points. À la clé, un 8e succès en 10 journées, mais surtout une 7e victoire de suite en Pro B. Au classement, les hommes de J.D. Jackson se hissent à la 2e place, à une seule victoire de Blois, le leader. Et avec un championnat qui est passé à 20 équipes, les matchs s'enchaînent tous les 3 jours. Déplacement à Hyères-Toulon ce soir à 20h30. L'occasion parfaite pour Antibes de confirmer sa très grande forme, mais surtout de prendre leur revanche après la lourde défaite en 32e finale de Coupe de France, 99-72. Donc si Antibes est dans une forme olympique, Monaco ne peut pas vraiment en dire autant. Les champions de France en titre connaissent quelques difficultés en ce début de saison. Oui, tout à fait. Ce dimanche 3 novembre, la Roca Team s'est rendue sur le parquet de Dunkerque lors de la 7e journée de Betclic Elite. Placés à la 10e place au coup d'envoi, les coéquipiers de Mike James veulent l'emporter pour remonter dans le haut du classement. Peu inspirés en première mi-temps, les Monégasques rentrent au vestiaire avec un retard de 2 petits points, 49-47. Dans la seconde partie du match, Monaco retrouve des couleurs avec un 3e carton de grande qualité. Le club de la Principauté concède seulement 8 petits points et en inscrit 15 pour reprendre les commandes de la rencontre. Les Français, Mathieu Strazel et Eli Okobo, se sont particulièrement illustrés avec 14 points chacun en seulement 12 minutes pour ce dernier. Terry Tarpey a vécu un match compliqué avec un 0 pointé au tir et Mike James, quant à lui, s'en sort avec 13 points. En après-match, Mathieu Strazel salue la bonne performance de son équipe et surtout la capacité à ne pas paniquer. Je cite: « On a été intelligents, ils ont su faire des runs et nous faire douter un peu, mais à chaque fois, on a su faire des bons systèmes pour mettre des paniers faciles. » Dans une fin de partie à jeu égal, Monaco assure son avance et fait craquer son adversaire en s'imposant 74-83. 5e victoire en 7 matchs cette saison. La Roca Team réalise une excellente opération et se donne de l'air en remontant à la 5e place du championnat. De quoi finir le week-end en beauté. Prochain rendez-vous ce vendredi 8 novembre à Istanbul en Turquie, sur le parquet de l'Anadolu Efes. Dans le cadre de la 8e journée d'Euroleague, actuellement 9e dans la compétition, les Monégasques ont l'occasion de faire un bond dans le classement et de repartir avec un succès précieux. Et après Assurément Clutch, place à l'invité. Il n'a pas pu être présent ce soir au vu de son emploi du temps surchargé. Mais Baptiste Lemété, vous avez pu le rencontrer ce matin à Monaco sur le peu de temps libre qu'il a. Il s'agit de Ferxel Fourgon, la voix du diocèse monégasque, le régisseur de l'opéra de Monte-Carlo, mais aussi surtout le speaker de la Roca Team. Pour repartir un peu sur le tout début, donc votre enfance, est-ce que vous recevez une éducation particulière? Parce que vu que vous faites beaucoup de choses aujourd'hui, est-ce que vous avez été directement programmé au fait de, pas programmé, mais faire beaucoup de choses, aller visiter différents horizons Oui, alors j'ai une famille qui est très internationale. Mon père est belge, né en Belgique. Ensuite, il a été pilote de chasse pour l'armée belge. Il a piloté... pour l'armée, il est parti au Congo-Brazzaville à l'époque. Voilà. Mon père est en Afrique. Ma mère est fille d'expatriés magistrats. Elle est née à Hanoï, au Vietnam. Elle a fait ses études en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et ensuite, elle est allée du côté de Kinshasa-Brazzaville, où elle a rencontré mon père en faisant son brevet de pilote, tout simplement sur l'aérodrome. Ils ont voulu quitter l'Afrique en 1974 et ils sont revenus, la maison de vacances de mes grands-parents étant à Nice, ils ont essayé Monaco, ils sont arrivés et puis moi je suis né ici.
À Monaco. Mais après, j'ai toujours une tante qui habite au Zimbabwe, mon oncle qui est aux États-Unis. Donc voilà, ça me fait une famille très internationale. Alors pourquoi envie de faire plusieurs choses? Alors ça, c'est... J'ai eu une maladie lorsque j'étais jeune, j'ai eu un cancer, et en sortant de ma chimiothérapie qui a duré 1 an et demi, où j'ai failli ne plus être là aujourd'hui pour vous en parler, il y avait cette envie de vivre, en fait, un petit peu. Je pense que ça a commencé comme cela. Vous savez que j'ai commencé comme disque jockey au Jimmy's, et c'était vraiment pour me dire la vie est là, il fallait en profiter, aller de l'avant, et c'est ce que j'ai fait. Et alors après, ce sont simplement des rencontres, des opportunités, être ouvert aux gens. Et alors parfois, ça fait beaucoup de choses. On m'a reproché, quand j'étais jeune, on m'a souvent dit tu peux pas tout faire bien. Donc après, je me suis concentré à faire des choses qui me motivaient aussi. Et c'est que le mot régisseur reste un peu le dénominateur commun de tout. On peut l'appeler régisseur dans le protocole, dans le basket, à l'opéra ou dans le spectacle, mais ça reste en fait de l'organisation en fait. C'est connaître un peu tout sur tout et savoir mettre les bonnes personnes en relation les unes avec les autres. Vous avez commencé le basket très tôt, 4 ans. 4 ans, c'est ça. Vous aviez un bon niveau? Je sais pas. Non, j'étais pas extraordinaire. J'étais pas un joueur extraordinaire. Ça fera rire tous mes amis qui m'écouteront, mais j'étais surtout un joueur régional, voilà, on va dire. Et après, par contre, j'ai arbitré. Et j'ai arbitré jusqu'en National 3 féminine, donc j'étais sur les rangs pour monter. Et c'est là où je suis tombé malade. Donc j'ai pas pu faire ces stages de haut niveau, mais je regrette. Mais je remercie tous ceux qui m'ont formé finalement à l'époque, parce que ça me sert aujourd'hui au micro de la Roca Team. Et voilà, donc les commissaires bien connus, même du comité olympique local, comme Philippe Matassero, ou des gens comme ça qui sont des piliers aujourd'hui du basket, mais avec qui j'ai appris à arbitrer lorsque j'étais jeune. Donc aujourd'hui, voilà, ça m'est complètement utile aujourd'hui dans la vision du match, dans la vision des actions, dans la lecture des gestes de l'arbitre. Au moins ça je l'ai. J'ai une question quand même ça me vient à l'esprit, ça me fait un peu rire. Comment on fait la passerelle entre le Jimmy's ou l'enseignement l'enseignement religieux dans une école plus opposé. Alors, qui dit que c'est opposé déjà? C'est l'image des gens, c'est le stéréotype qui dit que c'est opposé. Mais qui dit que c'est opposé? Alors, oui, j'allais au Jimmy's le soir, le matin je dormais, l'après-midi j'allais donner des cours d'instruction religieuse au collège Charles III à Monaco. Ça, je l'ai fait. Mais qui dit qu'on ne peut pas amener là où on est? Moi, il y a un prêtre un jour qui m'a dit, et je trouvais ça très beau, il a dit on peut évangéliser tous les tiroirs de sa vie. C'est-à-dire que peu importe ce que l'on a comme tiroir, il y a un moment donné, on peut toujours y mettre du bien, être une personne dans le relationnel, dans l'amitié, dans l'amour qu'on peut mettre vers les personnes que l'on rencontre. Et je pense qu'on peut le faire de partout. Ce qui me plaisait, c'était vraiment le plus le côté sociologique des choses, de faire danser les gens, de les faire réagir, de guider une soirée comme on guiderait une courbe de veillée en animation. Ça reste des êtres humains à n'importe quel endroit. Et donc après, comment on fait pour faire en quelques heures, voire des fois en quelques minutes, on passe de la voix du diocèse à speaker à Gaston Médecin? C'est sûr que c'est pas le même, c'est pas le même engouement. Après maintenant, tout est question de passion. Et moi, ma passion principale, c'est-à-dire je suis attaché à ce pays, je suis attaché à mon pays, qui est Monaco, et ce que je fais, et ce que je dis, je le répète parce que c'est réel et c'est ce que j'ai vraiment au fond de moi, je ne peux pas le faire ailleurs. Je ne peux pas le faire avec Antibes. Je ne peux pas le faire avec Hier-Toulon. En fait, c'est parce que je veux voir Monaco gagner. En fait, la motivation, c'est de se dire, voilà, je suis dans un pays qui m'a fait grandir, qui me nourrit, qui nourrit ma famille et mes enfants. Je suis extrêmement reconnaissant de tout ce que je peux avoir ici. Et la seule chose que je puisse faire, c'est me mettre, moi et ma personne, au service de Monaco. Vous êtes toujours dans Assurément Sport sur EDJFM, l'occasion de vous rappeler qu'Hugo Petitjean lance la matinale exacte ce jeudi à partir de 8h30. Pour le reste des émissions, rendez-vous sur l'Instagram EDJ Media. De retour dans cette seconde partie d'interview focalisée sur le basket. Petite question très fermée, c'est une réponse simple. Est-ce que le speaker est le premier supporter? Non, le premier supporter c'est le prince. Ça, c'est lui le premier supporter. Alors, le speaker, il va aider tous les autres supporters.
mais il est pas. Est-ce qu'il est le premier supporter? Il y en a qui sont bien plus passionnés que moi. Moi, je suis là pour que tous deviennent une seule voix et supportent l'équipe, en fait. Voilà. Donc, du coup, on a des très bons spectateurs, connaisseurs, qui aiment le beau jeu, ou moins connaisseurs, mais qui aiment parce que l'ambiance est bonne et que Monaco gagne et que c'est bien. Donc, tant que Monaco gagne et tout ça, ça se passe bien. En général, dans le sport à Monaco, dès qu'on est moins bon, on peut le voir au football, hein, on a moins de monde dans les tribunes, dès que l'équipe revient bien, ça remonte et ça fluctue comme ça. Moi, mon but, c'est d'essayer de remonter tout le monde et de faire en sorte que tout le monde soit là au bon moment pour pouvoir supporter l'équipe qui est devant soi. C'est pas toujours facile, je rame parfois, parce qu'il y a des moments où c'est plus compliqué, il y a des dimanches après-midi de sieste qui sont un peu plus, en Betclic Elite, qui sont un peu plus compliqués que des 5e matchs de play-off de Euroleague, hein, on est d'accord, c'est pas le même feeling, pas le même moment où les gens sont prêts et conditionnés. Vous parliez d'être au top, être au sommet, vouloir être la meilleure équipe d'Europe. Comment vous avez vécu déjà la progression, parce que vous êtes arrivé en N1, comment vous avez vécu un peu cette évolution et le fait de voir Monaco passer d'un petit club à le meilleur club français, le meilleur club en Betclic Elite? Comme vous l'avez dit, j'étais au basket il y a longtemps. Donc il y a longtemps, quand j'avais 4 ans, et après on a grandi. Moi je faisais des statistiques pour l'équipe professionnelle de l'époque où Robert Smith jouait encore sur le parquet. Et on faisait avec John, celui qui fait la vidéo aujourd'hui, on faisait tous les deux devant un ordinateur les statistiques du match. Donc on a vu l'AS Monaco grandir. Après, il y a eu ce trou, parce que j'étais malade, et donc j'ai un peu quitté le basket à ce moment-là, ce qui était logique. Et puis, on est venu nous rattraper pour la Nationale 1, et ensuite, quand le basket amateur s'est professionnalisé, est devenu ce qu'est la Roca Team aujourd'hui. Quand on a des enfants, parfois on rencontre des personnes qui vous disent « comme il a grandi ». Et en fait, les parents eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'il a grandi parce qu'on le voit au quotidien. On a le même rapport avec voilà. les frères et sœurs, etc. C'est ça, voilà. On se rend pas compte, en fait. Donc oui, il y a quelque part, on se rend pas compte qu'on grandit. Et c'est quand on fait une rétrospective qu'on revient et qu'on se dit... Moi, je me souviens d'une discussion que j'avais avec David Martinotti, qui est celui qui s'occupe des ralentis vidéo pour l'Euroleague. À une époque, avec John aussi, mon ami qui était à la vidéo, on se disait, t'imagines, il y a des années, hein, t'imagines si on avait des joueurs comme Mike James, des trucs comme ça. On se prêtait à rêver en disant, ça serait quand même extraordinaire qu'il y ait d'anciens joueurs NBA qui viennent jouer pour nous, etc. Et en fait, tout ça, maintenant, ça y est. Donc, c'est juste incroyable d'avoir un tel niveau, d'une équipe de basket d'un tel niveau, à Monaco. C'était pour nous un rêve qui sera réalité le jour où on sera champion d'Europe. Est-ce qu'il y a un joueur qui vous a marqué plus que les autres par rapport à un fait? Il y en a plusieurs qui m'ont marqué. Moi, j'aime beaucoup, il y a des relations... en fait, ce que j'apprécie le plus, c'est un peu parce que c'est l'objectif, c'est quand à certains matchs, des joueurs viennent me voir pour me dire que c'est aussi que la victoire est aussi un petit peu grâce à moi. Ça, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus gratifiant. Et c'est dans cette relation-là, en fait, dans ce contact que je peux avoir à ce moment-là avec certains joueurs, que je trouve très, très agréable. Donatas Moteguna, je trouve qu'il est très agréable voilà, il dit les choses justes et il dit les choses qu'on a besoin de les dire, même si c'est un traître. Ouattara, je pense aussi, a marqué le club de par sa présence. Sergi Gladir aussi, hein, moi je l'ai vu au tout début marquer des 3 points. On était là, c'est aussi des gens avec qui sont là depuis le début. Est-ce que vous êtes enfin posé, vous avez tout fait, ou vous avez encore envie d'explorer? Non, j'ai rien fait encore. Il y a des choses, il vous manque des choses à faire? Dans ma vie, oui, il me manque plein de choses à faire. Non, en fait, on en apprend tous les jours. Moi, je suis très humble là-dessus. Je suis jamais arrivé quelque part. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Il y a beaucoup d'envie. J'ai beaucoup d'envie sur plein de choses, sur le développement de ce qu'on peut faire dans l'animation des matchs aussi, pour parler de basket, à Monaco, il y a des choses aussi. Je sais que je peux encore rendre service sur plein de choses, que j'ai envie de rendre service sur d'autres choses. Voilà. Donc, non, je suis pas du tout arrivé. Je suis jeune, mince, moins jeune que les élèves de l'école de journalisme. En fait, j'ai même pas 50 ans, j'ai même pas 48 ans. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses. Mais encore une fois, voilà, c'est être au service et répondre à cela, quoi. Tout ce que je peux faire. Quand je peux mettre mon talent à disposition, je le ferai. Et ça, j'ai pas encore. Et j'apprends tous les jours.
Et on en apprend tous les jours, de tout le monde. Il y a vraiment des gens avec qui j'aime apprendre et que j'aime écouter. Un grand merci à Ferxel Fourgon pour cette interview. L'intégralité de ce moment privilégié qu'a pu Baptiste et Lemété sera à retrouver dans les prochains jours sur les sites et Spotify d'Azurément Sport et de DJ News. Et après le basket, place au foot, c'est parti pour Azurément Goal. On commence avec Monaco, deuxième revers de suite, et celle-là, peu la voyait venir. Défaite à domicile, 1-0 face à Angers, vendredi soir. Maxence Mullier, bonsoir. Que s'est-il passé pour les hommes d'Adi Hutter ? Bonsoir. En effet, l'AS Monaco est tombé sur un os face au SCO d'Angers, s'inclinant 1-0 sur une grosse frappe de Jean-Eudes Aoulou, un ancien de la maison rouge et blanche. Dès le début du match, les Angevins ont pris les devants. Bonne organisation et grosse détermination à ne laisser aucune opportunité aux Monégasques qui peinent à construire leur jeu. En première période, Monaco a semblé complètement dépassé et n'a pas réussi à poser les pieds sur le ballon et ni même à trouver des espaces. Mais est-ce qu'il y a eu une réaction en seconde période ? Pas vraiment. Le coach Adi Hutter a tenté de renverser la vapeur en faisant entrer un peu de sang neuf avec Elias Benseguir. Mais malgré ce vent de fraîcheur, Monaco est resté muet, incapable de faire la différence, même dans les derniers mètres, et de percer le bloc bas angevin. Une nouvelle fois, ce 4-4-2 n'aura pas porté ses fruits. Troisième utilisation cette saison pour une victoire à l'arraché contre Montpellier. Un nul contre les Havrais et donc cette défaite contre les Angevins. L'absence de Denis Zakaria se fait sentir au milieu de terrain et Crépin Diatta enchaîne les erreurs après sa passe décisive le week-end dernier pour Gaëtan Laborde. Lors du derby, il passe une nouvelle fois à travers, à voir s'il sera réaligné ce soir en Ligue des Champions. En parlant de Ligue des Champions, Monaco la retrouve ce soir avec un match important à Bologne. L'occasion parfaite pour se relancer et surtout poursuivre la série d'invincibilité en Europe. Coup d'envoi 21h. Après Monaco, place aux rivaux, Nice qui confirme sa bonne forme. Après un derby électrique remporté la semaine dernière, les Aiglons enchaînent avec une nouvelle victoire précieuse à Brest. En effet, les Aiglons ont le vent en poupe. Ce samedi, l'OGC Nice est allé s'imposer 1-0 à Francis Leblé grâce à un but salvateur signé Evan Guessant à la 42e minute. Un match difficile face à une équipe brestoise solide et bien en place. Chez eux, il est toujours difficile de s'imposer, mais les hommes de Francaise ont une fois de plus montré de la solidité et du caractère. La première période a été marquée par une forte intensité de part et d'autre, mais c'est Nice qui a su faire la différence grâce à un Ali Abdi virevoltant. Ce dernier fait une offrande à Mohamed Ali Chaud, mais le but est malheureusement refusé pour une position de hors-jeu. Mais juste avant la pause, on retrouve de nouveau Ali Abdi qui délivre une passe décisive à Evan Guessant. Le Niçois est très en forme en ce début de saison. Il inscrit son 6e but et confirme son statut d'homme providentiel des Aiglons. On a vu le très bon recrutement d'Ali Abdi, 1-0 à la mi-temps donc. Et on sait qu'à l'extérieur, c'est toujours très compliqué de conserver un score, surtout à Brest. Comment s'est passée la seconde période ? Nice a su gérer son avance, se montrant discipliné défensivement et capable de contenir les assauts de Brest qui, malgré de nombreuses tentatives, n'a jamais réussi à trouver la faille. Pour Nice, cette victoire marque une très belle progression en enchaînant 2 succès consécutifs pour la première fois de la saison. Les Aiglons se positionnent désormais comme un candidat sérieux dans le haut de tableau de ce championnat de Ligue 1. Francaise semble avoir trouvé l'équilibre qui manquait à son équipe en ce début de saison et cela se voit sur le terrain avec un collectif solidaire et des individualités qui brillent à l'image d'Evan Guessant. Superbe victoire du gym donc, et le week-end prochain, c'est une grosse affiche qui attend les Aiglons. Réception du LOSC à l'Alliance Riviera, dimanche à 15h. Mais avant cela, les Azuréens accueilleront Twente jeudi soir en Ligue Europa. Objectif, décrocher une première victoire en Europe et raccrocher le wagon des barrages, coup d'envoi à 18h45. Et après le ballon rond, c'est le moment de votre chronique Ovalie. On parle rugby avec Azurément Molle. Jingle. L'action, lié, jeu, 2.75. Pour la première fois depuis 2001, une autre équipe azuréenne, en plus de Toulon, est entrée cette année dans le cercle fermé des clubs professionnels. Le Stade niçois a en effet rejoint la Pro D2 où il lutte chaque week-end pour son maintien. Quentin Barbaza, vous avez suivi le début de saison au plus près des Aigles et ce que l'on peut dire, c'est que paradoxalement, les Niçois s'exportent mieux qu'ils ne reçoivent. Effectivement, comme vous le dites, c'est une chose plutôt paradoxale. On sait que dans le rugby, il est généralement plus courant de s'imposer et faire de meilleurs résultats sur son terrain, mais pour Nice cette année, c'est l'inverse. Alors rembobinons, l'an dernier en national, Nice c'est tout simplement aucune défaite sur sa pelouse, juste un petit match nul 9-9 contre Bourgoin. Mais cette année, changement de division oblige, l'apprentissage a été beaucoup plus compliqué. Pour citer les mots de
Yann Tivoli, le vice-capitaine. Après la défaite face à Angoulême, l'adversité est plus haute, les contacts sont plus rudes et tout va vraiment plus vite. C'est évident, quand on est promu, chaque équipe coche le déplacement pour venir prendre des points chez vous. C'est ce qu'ont fait successivement Béziers, Angoulême, Colomiers ou encore Valence-Roman, la dernière défaite en date à domicile. Un fâcheux résultat contre un concurrent direct au maintien. Pourtant, quand on regarde le classement de la Pro D2, Nice n'est pas dernier. Oui, il pointe en 15e position, ce qui serait synonyme de barrage en fin de saison, car tout heureusement, ces défaites ont pour la plupart été rattrapées loin de Marcel Volo, le nouveau nom de l'ancien stade des Arboras. Dès leur premier déplacement, les Niçois sont allés faire un exploit à Agen, ils ont réédité cela à Aurillac, et sont allés récupérer un précieux point de bonus défensif à Dax vendredi dernier. Sur 4 matchs à l'extérieur, il n'y a qu'à Oyonnax que les hommes d'Alexandre Compan sont rentrés bredouilles. Écoutez d'ailleurs le manager niçois sur ce double visage curieux de son équipe. Parce qu'on sait que la Pro D2 aujourd'hui, et j'ai toujours dit dans mes discours, c'est que l'intensité c'est 80 minutes, un match de Pro D2 dans l'intensité qui est plus élevée que la nationale. Là, on a toujours dit qu'il faut qu'on élève le curseur tous et qu'on fasse preuve de constance sur un match entier. C'est simple, le rugby à un moment donné, si dans le combat et les duels t'es pas dominant, à force tu craques. Donc je dis pas les gars s'y filent, mais après encore une fois, c'est pas un discours fataliste. Pas fataliste puisque pour donner quelques chiffres, à l'extérieur, Nice a récupéré 9 points. C'est la 6e meilleure équipe du championnat à ce niveau-là. Par exemple, c'est mieux que Biarritz, Brive, Oyonnax ou encore Aix-en-Provence, de grosses écuries. Une preuve que l'effectif a les capacités d'exister dans cette Pro D2. Et y a-t-il une explication rationnelle à ce double visage ? Alors rationnel, je ne sais pas, mais peut-être qu'il y a moins d'attentes. Les joueurs savent qu'à l'extérieur, ils n'ont pas la pression du public, ils jouent plus relâchés et réalisent de meilleurs matchs. La preuve une nouvelle fois à Dax ce vendredi où avec un effectif remanié. Pour rappel, Tom Murden était sur la touche. Tofua, l'un des meilleurs gratteurs du championnat, n'était pas là non plus. Les Niçois ont montré du caractère et auraient presque pu renverser la table en fin de partie. Ils s'inclinent malheureusement de 3 petits points, 22-19. Mais grâce à leur paquet d'avant, grosse satisfaction du début de saison, ils ont dominé les Dacois. L'essai en force de Martin Freites pour récupérer ce point défensif en est la preuve. Maintenant, comme a pu le dire le coach, l'équipe doit être constante pendant 80 minutes et faire mieux devant son public si elle veut vraiment se maintenir. Et surtout que le menu s'annonce copieux avec une prochaine réception de Brive dans 10 jours, entourée de 2 déplacements, à Montauban le leader et à Aix-en-Provence, récent demi-finaliste. Ça s'annonce costaud. Un dernier petit mot sur Toulon qui jouait en top 14 pour terminer. Oui, bien sûr, on n'oublie pas nos amis de Mayol, une victoire plutôt tranquille à domicile face à Lyon, 21-10 ce week-end. Une partie sereine et maîtrisée, marquée par une nouvelle chevauchée de l'élève fidjien Juta Wainikolo, élu par tous ses pairs essais du week-end. Cette semaine, le top 14 fait relâche, c'est les vacances, hormis pour certains, pour les internationaux, et ils sont 5 hommes de la rade à avoir été appelés par Fabien Galtier. Pour les citer, Charles Olivon, Jean-Baptiste Gros, Antoine Fritsch, Baptiste Serin et Gabin Villiers sont à Marcoussis actuellement pour préparer le premier test face au Japon. Ce sera samedi soir au Stade de France, coup d'envoi à 21h10. Effectivement, encore un essai supersonique de Wainikolo après celui face à Montpellier. Peut-être qu'il sera d'ailleurs parmi vos tops du week-end, mes chers chroniqueurs. On enchaîne avec il a la cote, il a pas azuré. Il a la cote, Baptiste Echenne, on commence par vous. En top, j'ai décidé de parler de Okobo Eli, d'Eli Okobo. Pourquoi ? Parce que la première, déjà, Monaco a gagné ce week-end. C'était une victoire importante. C'est compliqué à l'extérieur. Et surtout, ce qui m'a fait le mettre en top, c'est que en 12 minutes, il a mis 14 points. Il a fini MVP du match. Donc ça me paraissait important d'en parler. J'aurais pu mettre Strazel aussi, mais c'est vraiment la stat des 12 minutes qui m'a fait pencher pour Okobo. Voilà. Ok, Baptiste et le mété de votre côté. Pour rester dans le basket, moi ça va pas être un joueur, mais ça va plutôt être une équipe. On va parler des Sharks d'Antibes. L'année dernière, ça s'est plutôt mal passé en Pro B. Donc, toute la saison, ils étaient dans les bas-fonds, avec une grosse série de victoires à la fin. Ils ont réussi à remonter, mais c'était pas vraiment excellent. Cette année, c'est une toute autre équipe qu'on voit. Il y a des bons joueurs, des bons recrutements, mais surtout une belle forme et 8 victoires, seulement 2 défaites. Moi, je mets les Sharks d'Antibes dans le top cette fois. Donc un joueur de basket, une équipe de basket, et pour vous, Maxence ? Moi, ça sera du foot, ça sera Ali Abdi de l'OGC Nice. Alors, ça aurait pu être Evan Guessant après son début de saison, mais je trouve que Ali Abdi fait vraiment un début de saison tonitruant. C'est un joueur qui était l'année dernière au Stade Malherbe de Caen. Il a 30 ans et il était en Ligue 2. Je ne comprends pas comment un joueur comme ça, avec de telles performances, pouvait rester en Ligue 2. Tant mieux pour l'OGC Nice et pour Francaise. Il a complètement intégré dans son 11. Il est même indispensable, je trouve, et il le montre depuis le début de saison. C'est un sacré joueur.
Très bien. Et pour vous, Quentin Barbaza? Alors moi, je vais être un peu plus exotique que vous. Je vais pas aller dans le foot ni dans le basket, mais je vais plutôt aller dans le volley. Une autre équipe, comme l'a dit Bastien au tout début de l'émission, une équipe qui marche en ce début de saison avec un homme, c'est Simon Hirsch. Alors il n'était pas dans le top titulaire la saison dernière, mais cette saison, c'est tout simplement le meilleur marqueur de la Marmara Spike League, avec plus de 195 points, si je dis pas de bêtises, depuis le début de la saison marquée. Il a encore fait une prestation XXL face à Poitiers ce week-end, 24 points, 5 cases, et tout simplement 24 points, c'est-à-dire un set entier, colossal. Et Nice, voilà, pareil, saison compliquée l'an dernier. Et cette saison, c'est un tout autre visage. Donc on leur souhaite que du bonheur pour la suite, tout comme Cannes dans cette discipline. Place au flop. Qui c'est qui n'a pas azuré ce week-end? Baptiste et Chêne? J'ai hésité, mais j'ai mis les Aigles de Nice du hockey sur glace. C'est la défaite de ce week-end 6-3 à Amiens qui m'a fait pencher pour les mettre en flop, parce que en fait leur objectif cette saison, c'est de faire mieux que l'année dernière. L'année dernière, ils ont fait leur meilleure saison en faisant un premier tour de play-off, et actuellement ils sont 11e sur 12. Ils reçoivent Rouen, donc ce soir, tout à l'heure, qui est 9e certes, mais qui est champion de France anti, donc ça va être compliqué, qu'ils ont gagné d'ailleurs cette saison, et 11e sur 12. Quand tu as une ambition de faire mieux que la saison dernière, de faire potentiellement un deuxième tour de play-off, tu peux pas être 11e, c'est pas possible. Donc ça fait mal, j'espère qu'ils vont se remettre et se relancer, mais j'ai décidé de les mettre en flop. Ça marche. On en parlera très, très prochainement. On essaiera de les avoir au sein de l'émission pour en discuter. Il y a eu beaucoup de changements au sein de l'effectif, que ce soit au niveau du staff ou des joueurs. Donc ce sera l'occasion d'en discuter avec eux. Maxence? Alors moi je reste dans le foot, l'AS Monaco. Je vais prendre Crépin Diatta. Alors c'est vrai qu'il faisait un très bon début de saison, mais là ça reste sur 2 matchs consécutifs pour Crépin Diatta où c'est très compliqué pour lui. On l'a dit précédemment. Il fait une offrande, on peut le dire, à Gaëtan Laborde lors du derby. Je ne comprends pas comment on peut faire une telle erreur à ce niveau. Il dégage dans l'axe, il lui rend le ballon profondeur, il part tout seul au but. Gaëtan Laborde part tout seul au but. Et puis ce match face à Angers où il est complètement passé à côté. Donc à voir si il se ressaisit déjà ce soir en Ligue des Champions et puis en championnat ce week-end. Et dans le même sens, Quentin Barbaza, vous avez choisi le coach de l'AS Monaco. Ouais, je vais aller dans le même sens que Maxence sur les mauvaises performances de l'AS Monaco, mais puis je vais désigner Adi Hutter, qui a décidé de changer de système contre Angers ce week-end avec un 4-4-2, tout simplement un système qui ne fonctionne pas. L'AS Monaco, on l'a vu déjà contre Angers, contre Le Havre, contre Montpellier, 3 matchs où les Rouges et Blancs ont gagné très justement contre Montpellier à la dernière seconde, ou alors ont pas pris les 3 points à la maison. C'est un système qui ne colle pas au profil de tous les joueurs monégasques. Je pense qu'il devrait se rester dans un petit 4-2-3-1 avec une pointe, sachant que mettre Mbolo et Ileni Kena ensemble, qui ont à peu près le même profil, c'est plutôt se marcher sur les pieds sur le front de l'attaque. Et on verra du coup s'il y aura une réaction ce soir en Ligue des Champions. Baptiste et Lemété, pour finir. Quentin, on a parlé il y a une chronique tout juste. Moi, je voudrais parler du Stade niçois. Alors certes, ils viennent de monter, mais je vais plutôt parler du Stade niçois à domicile. Quand on voit que l'année dernière, ça perd pas un match à domicile, il y a un seul petit match nul, et que cette année, c'est très très compliqué à domicile, on ne sait pas, c'est la pression, je ne sais pas ce qui se passe, mais le Stade niçois à domicile cette année, ils n'y arrivent pas, c'est compliqué. Des actions, elles ne se terminent pas, elles ne vont pas au bout, ça prend des points bêtement. Moi je le mettrais en flop. Le Stade niçois à domicile, pour moi c'est le flop de ce début de saison. Et on espère qu'il y aura une réaction et que la mayonnaise va prendre avec cette adaptation en Pro D2. Merci messieurs pour vos tops, vos flops et pour toute cette émission. On se retrouve mardi prochain pour la deuxième d'Azurément Sport, toujours sur DJFM, et ce sera en direct cette fois-ci. On se quitte avec Warren, étudiant en Bachelor 2 à l'école de journalisme. Il s'est lancé dans le rap, c'est Zeppelin. Allez, ciao ciao. J't'as pas de ballon, j'ai pas le zen plein. Mais je faille sur les autres comme un vieux dirigeable au-dessus de la RDA sinisé plein. J'ai le taga que t'as pas qui peut te faire voir des choses sur Baba Yaga. Quand je rappe c'est des pros, c'est pas des apartés. Mis à part que je regarde des docus mais j'ai pas de saparté. J't'as pas de ballon, j'ai pas le zen plein.
Mais je faille sur les autres comme un vieux dirigeable au-dessus de la RDA sinisé plein. J'ai le tagak tabac qui peut te faire voir des choses sur Baba Yaga. Quand je rappe c'est des pros, c'est pas des apartés. Mis à part que je regarde des docus mais j'ai pas de s'aparté. Parmi mes ennemis y'a sûrement des gens bien, mais y'a pas de légendaire. Les voitures sont allemandes sur les enceintes Arman, ça écoute les masters et fume un méchant air. Chronique d'un automne avant Tchernopolis, mais je l'ai gratté après. Le mur de Berlin s'est bâti dans la nuit, moi je l'ai gratté dans l'après-midi. Je suis pas des gars qui boxent dans le vide, non, mes affronts sont réels. Des uns dans la merde et des uns dans le shit, comme dirait le Wooz que c'est lunaire. Donc Kalachnikov avec visée thermique dans la lunette. J'attends deux choses, la reconnaissance et la chute des US. RAF de l'argent et du pétrodollar, je mène une vie désuète. Je renie ni mon sémi ni mon côté soviète. Et comme dirait Vlad, il a pas dit priviette. Du coup il s'est fait niquer sa pliette. J'tape pas de ballon, j'ai pas le zen plein. Mais je faille sur les autres comme un vieux dirigeable au-dessus de la RDA sinisé plein. J'ai le tagak tabac qui peut te faire voir des choses sur Baba Yaga. Quand je rappe c'est des pros, c'est pas des apartés. Mis à part que je regarde des docus mais j'ai pas de s'aparté. J'tape pas de ballon, j'ai pas le zen plein. Mais je faille sur les autres comme un vieux dirigeable au-dessus de la RDA sinisé plein. J'ai le tagak tabac qui peut te faire voir des choses sur Baba Yaga. Quand je rappe c'est des pros, c'est pas des apartés. Mis à part que je regarde des docus mais j'ai pas de s'aparté. Oublie pas que les Russes à l'époque 3 SR ont cultivé du chanvre. Je mets un matelas au mur et un petit DSR quand je règle dans la chambre. Et oublie pas non plus que le symbole de liberté des US est français. Faut qu'une fin des Suèdes, je suis comme Baryshnikov. Par conséquent, personne m'empêchera de danser seul dans le Schwartz. Face à tous mes échecs qui eux sont bien luisants. Faut dire les termes, je me roule un terre en conduisant. Donc j'y mets un terme si l'épreuve est trop cuisante. Les garçons comme moi meuf, c'est dur à trouver. Je sais que je suis une perle. Je suis parti en Tchéquie à Pernod. Demande au fils si on n'est pas à Nice, on est toujours dans l'Est comme à Berlin. W trident sur les flots comme Ulysse sur les rivaux. Les sons que je sors m'achèteront à Chalais en Pologne. Et Jackpoint Factory sera peint sur les vitraux.